Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 13e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous sommes dans l'analyse des états financiers avec l'état des flux de trésorerie. Le compte de résultat mesure les produits et les charges de l'entreprise sur une période donnée. Cependant, il n'indique pas le montant des encaissements et des décaissements véritablement réalisés au cours de cette période. En effet, le compte de résultat prend en compte un certain nombre de charges comme l'amortissement ou les provisions qui ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie. A l'inverse, certaines dépenses comme l'achat d'un nouveau bâtiment ne sont pas inscrites dans le compte de résultat et apparaissent seulement au bilan. Le tableau des flux de trésorerie, Statement of Cash Flows, utilise l'information contenue dans le bilan de l'année N et de l'année N-1 et le compte de résultat de l'année N afin de déterminer les flux de trésorerie de l'entreprise au cours de l'exercice. Il propose une approche fonctionnelle de la variation de trésorerie et met en évidence successivement la trésorerie dégagée par les processus d'exploitation, d'investissement et de financement. Pour un investisseur qui cherche à valoriser une entreprise, le tableau des flux de trésorerie est particulièrement important. L'un de ses grands avantages tient à son caractère objectif par rapport aux autres états financiers pour lesquels l'incidence des conventions comptables est forte. La neutralité de l'information communiquée par l'état des flux de trésorerie permet une meilleure comparabilité et donc une meilleure prise de décision. Les flux de trésorerie liés à l'activité. Pour préparer un état des flux de trésorerie, la première étape est de traiter les flux de trésorerie liés à l'activité. La méthode habituelle est de partir du résultat net de l'entreprise, puis d'ajouter ou d'enlever tous les éléments du compte de résultat qui modifient ce résultat net sans qu'ils correspondent à des flux de trésorerie effectifs. Ainsi, pour en arriver au résultat net, on a enlevé les amortissements et provisions. Ce poste ne correspond pas à un flux de trésorerie puisqu'il ne s'agit pas d'une charge décaissable. Pour obtenir les flux de trésorerie, il faut donc ajouter au résultat net ces amortissements et provisions qui annuleront l'effet initial. On procède de même pour tous les postes du compte de résultat liés aux activités d'exploitation n'ayant donné lieu à aucun flux de trésorerie, tels que les impôts différés. Il faut ensuite prendre en compte les variations des créances clients, des dettes fournisseurs et des stocks. Quand une entreprise réalise une vente à crédit, la vente est comptabilisée immédiatement en chiffre d'affaires, alors que aucun flux de trésorerie n'a encore lieu. Il faut donc corriger le résultat net des ventes non encore payées, c'est-à-dire déduire des créances clients. Une augmentation des stocks, par exemple des produits finis, correspond à une entreprise. Ceci influence, bien entendu, le compte de résultat, alors qu'aucun flux de trésorerie n'a lieu. Il faut donc déduire l'augmentation des stocks. Inversement, lorsque l'entreprise profite d'un crédit fournisseur, le coût des marchandises livrées est inscrit immédiatement en charge, alors que le paiement effectif du fournisseur n'interviendra qu'ultérieurement. Il faut par conséquent ajouter la variation du poste dette fournisseur.
les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement. La deuxième partie de l'état des flux de trésorerie concerne les flux liés aux opérations d'investissement. Par exemple, l'acquisition de bureaux, d'usines ou d'équipements. Ces dépenses n'apparaissent pas dans le compte de résultat. Seules apparaissent les dotations aux amortissements et les provisions qui ont été déjà traitées dans les flux de trésorerie liés à l'activité. Pourtant, l'achat d'un immeuble ou d'une machine représente bien un flux de trésorerie négatif pour l'entreprise. Il faut donc soustraire tous les actifs immobilisés achetés par l'entreprise et ajouter tous les actifs immobilisés cédés par l'entreprise, car ceci engendre les flux de trésorerie positifs. Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement. La dernière partie de l'état des flux de trésorerie recense les flux de trésorerie liés aux opérations de financement par capitaux propres et par endettement. En ce qui concerne les financements par capitaux propres, les flux sont de deux types. Les dividendes versés aux actionnaires, qui correspondent à un flux négatif pour l'entreprise, et les augmentations de capital, qui correspondent à un flux positif. En ce qui concerne les augmentations de capital, l'entreprise peut émettre de nouvelles actions ou investissements rachat d'actions. Les flux de trésorerie d'une entreprise sont également affectés par la variation d'endettement. Toute augmentation de la dette fournit à l'entreprise un flux de trésorerie positif et réciproquement. En résumé, l'état des flux de trésorerie utilise l'information contenue dans le bilan et le compte de résultats afin de déterminer les flux de trésorerie de l'entreprise au cours de l'exercice. Il propose une approche fonctionnelle de la variation de trésorerie et met en évidence successivement la trésorerie dégagée par les processus d'exploitation, d'investissement et de financement. Maintenant, l'analyse chronologique. L'analyse chronologique ou analyse horizontale permet d'évaluer les relations importantes entre les postes des états financiers dans le temps, c'est-à-dire sur deux ou plusieurs exercices, ainsi que les changements survenus dans ces postes. Le calcul des variations exprimées en dollars et en pourcentage. La comparaison des états financiers sur une période relativement courte, par exemple 2 à 3 ans, s'effectue souvent par une analyse des changements survenus dans les différents postes, c'est-à-dire une analyse des variations absolues en dollars et en pourcentage. Ces deux types d'analyses sont pertinentes puisqu'il peut arriver que les variations en dollars produisent de grandes variations en pourcentage, alors que ce pourcentage n'est pas nécessairement représentatif de leur importance. Par exemple, une variation de 50% de 100 dollars est moins importante que le même pourcentage de variation de 100 000 dollars provenant du même état financier. La variation en dollars est égale au montant de la période analysée moins le montant de la période de référence. La variation en pourcentage est égale au montant de la période analysée moins le montant de la période de référence sur le montant de référence multiplié par 100. L'analyse en pourcentage. On l'utilise pour découvrir les tendances qui ont marqué les résultats et la situation financière de l'entreprise pendant
un certain nombre d'exercices successifs. Cette méthode d'analyse est une variante de l'analyse chronologique qui présente sous forme de pourcentage les variations des postes des états financiers sur 2 exercices consécutifs. Selon l'analyse en pourcentage, le montant de la période de référence n'est pas déduit du numérateur. Les calculs du pourcentage permettant de refléter les tendances s'effectuent différemment. Pour ce faire, il est nécessaire de choisir une période de référence et de donner à chaque poste des états financiers de la période de référence une valeur de 100%. D'exprimer ensuite les données financières des autres exercices sous forme d'un pourcentage des données correspondantes de la période de référence. L'analyse en pourcentage est égale au montant de la période analysée sur le montant de la période de référence multiplié par 100. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.